La psychanalyse, elle a complètement changé notre façon de percevoir l'esprit humain. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est remonter à la source. On va suivre les pas de Sigmund Freud pour explorer ce qui se cache, juste sous la surface de notre conscience. Tout commence avec cette phrase un peu énigmatique, vraiment au cœur de la découverte de Freud. Les hystériques souffrent de réminiscence. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est ce mystère-là qui a donné naissance à toute la psychanalyse. Pour comprendre, il faut faire un bond en arrière. Dans les années 1880, on est à Vienne. Un médecin, le docteur Joseph Breuer, se retrouve face à un cas vraiment déroutant. Une jeune femme, brillante, dont le corps semble se rebeller sans aucune cause physique apparente. Les symptômes de cette patiente, Anna O, sont spectaculaires et complètement déconcertants. Pour les médecins de l'époque, le diagnostic est vite trouvé, c'est l'hystérie. Un terme un peu fourre-tout en fait, pour des mots qui n'arrivent ni à expliquer ni à soigner. Ils sont totalement impuissants. Et c'est la patiente elle-même qui va, en quelque sorte, inventer son traitement. Sous hypnose, elle commence à raconter des histoires, des rêveries, souvent tristes. Et après avoir parlé, elle se sent libérée. C'est elle qui baptise cette méthode la talking cure, la cure par la parole. Ou plus drôle encore, le ramonage de cheminée. Et là, on assiste à une découverte accidentelle mais absolument fondamentale. Le simple fait de mettre des mots sur un souvenir oublié fait disparaître le symptôme qui était lié. Elle se souvient d'un dégoût qu'elle avait totalement réprimé sur le moment. Une fois l'émotion enfin exprimée, la parole libère le corps, le symptôme s'en va. Cette découverte incroyable inspire à Freud son premier grand saut théorique. Et si l'oubli n'était pas juste une défaillance de la mémoire? Et si c'était en fait un processus actif, une sorte de force qui expulse littéralement certains souvenirs hors de la conscience? Freud va donner un nom à ce processus, le refoulement. C'est un mécanisme de défense. Quand un désir entre en conflit violent avec notre morale, avec l'image qu'on a de soi-même, l'esprit l'éjecte, activement. C'est un moyen radical d'éviter le malaise d'un conflit interne. Pour que ce soit plus clair, Freud utilise une analogie très parlante. Imaginez, l'esprit conscient, c'est comme une salle de conférence. Et soudain, un individu se met à perturber la séance, à faire du bruit. Cet individu, c'est l'idée ou le désir inacceptable. Qu'est-ce qui se passe? Quelques personnes plutôt costaudes se lèvent, attrapent le perturbateur et le mettent dehors, sans ménagement. Ça, c'est l'acte même du refoulement. L'esprit qui expulse avec force la pensée dérangeante. Mais attention, ce n'est pas fini. Pour être bien sûr que le perturbateur ne revienne pas, ces mêmes personnes se postent devant la porte. Et ça, c'est ce que Freud appelle la résistance. C'est une énergie mentale qui est dépensée en permanence pour maintenir l'idée refoulée à l'extérieur. Pendant ce temps, l'individu expulsé, évidemment furieux, se met à faire un vacarme assourdissant depuis le couloir. Il perturbe la conférence encore plus qu'avant, mais de manière indirecte. C'est exactement ça, le symptôme névrotique. C'est le désir refoulé qui continue de poser problème, mais sous une forme complètement déguisée. La question qui se pose alors, c'est si des gardes bloquent la porte, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui a été mis dehors? Comment déchiffrer ces messages qui nous viennent de l'inconscient? Alors, pour contourner ces gardes de la résistance, Freud va développer des outils. Il y a l'association libre, où on dit tout ce qui passe par la tête, sans aucun filtre. Il y a l'analyse des actes manqués, comme les lapsus. Et puis surtout, il y a l'interprétation des rêves. Pour Freud, les rêves, ce n'est pas juste du bruit de fond. Pas du tout. Il les considère comme la voie royale vers l'inconscient, la source la plus pure d'informations sur nos désirs cachés. Tout simplement parce que pendant le sommeil, la résistance, les fameux gardes, est affaiblie. Et c'est en utilisant ces outils que Freud va faire sa découverte la plus stupéfiante. Et aussi la plus controversée. La question n'était plus seulement de savoir comment on refoule, mais quoi? Qu'est-ce qui était refoulé avec une telle force au juste? La conclusion qui revenait encore et encore dans ces analyses était celle-ci. Les désirs à l'origine des symptômes étaient de nature érotique et ils remontaient systématiquement à la petite enfance. Pour l'époque, c'était une idée absolument radicale. C'est de là qu'est né ce fameux concept, souvent mal compris, du complexe d'Œdipe. Freud ne le décrit pas du tout comme une perversion, mais plutôt comme une phase universelle normale du développement de chaque enfant. Un moment où les premiers attachements amoureux se forment au sein de la famille, ce qui crée bien sûr de l'amour, mais aussi de la rivalité. Ok, donc identifier ces conflits, c'est crucial. Mais le but de la psychanalyse, ce n'est pas juste de déterrer le passé pour le plaisir de le regarder. Non, l'objectif c'est de résoudre ce conflit ancien d'une manière nouvelle, plus saine et plus adulte. Et pour ça, un phénomène clé se produit pendant la thérapie, le transfert.
En gros, les sentiments très intenses et refoulés de l'enfance, l'amour, la colère, la jalousie envers les parents, tout ça est redirigé inconsciemment sur la personne de l'analyste. La relation thérapeutique devient une sorte de scène où ces vieux conflits peuvent être revécus et cette fois enfin compris et résolus. Alors, une fois que le désir refoulé est ramené à la conscience, 3 issues positives deviennent possibles. La première, on le condamne consciemment, mais cette fois avec un jugement d'adulte. La deuxième, on sublime son énergie, on la redirige vers un but créatif ou social. Et la troisième, on accepte une partie de ce désir pour lui trouver une satisfaction saine. Le but est vraiment de maîtriser, pas juste de révéler. Pour finir, Freud nous laisse avec une sorte de parabole, une mise en garde sur les dangers de trop réprimer notre nature profonde. C'est l'histoire des habitants de Schilda et de leur cheval. Un cheval magnifique qu'ils admiraient, mais qui coûtait très cher à nourrir. Alors, ils ont essayé de le rendre plus économique, en réduisant sa nourriture d'1 grain d'avoine par jour. Le plan a fonctionné à merveille, jusqu'au jour où, après avoir enlevé le tout dernier grain, le cheval est mort. Et les habitants de Schilda n'ont jamais compris pourquoi. La métaphore est claire, on ne peut pas s'épanouir en affamant nos instincts les plus fondamentaux. Toute cette exploration de Freud nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si nos angoisses, nos lapsus, nos rêves les plus bizarres n'étaient pas de simples erreurs, de simples hasards? Et si c'était des messages? Les messages d'une partie de nous-mêmes que l'on a oubliée, mais qui continue, sans relâche, de frapper à la porte.